Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart. On est reparti pour une heure de débat. Au sommaire, on va quand même, alors même si le chiffre a un peu de retard, mais vous en avez l'habitude, je choisis ça pour justement bénéficier de l'expertise de ceux qui nous font l'honneur de nous rejoindre régulièrement. Et là, le chiffre création d'entreprise, qu'on va pouvoir d'ailleurs mixer avec celui de nos fameuses licornes. On va démarrer avec ça. Vous verrez pourquoi avec les invités qui sont parfaitement aptes à commenter tout cela et qui en font même, pour certains d'entre eux, un combat personnel. De quoi est-ce qu'on parle? Un petit mot quand même sur le choc EDF et puis tout ce que j'ai mis autour de Macron en campagne. Mais enfin, il y a pas mal de choses. On sent bien qu'il est rentré là dans une séquence un peu plus active. Il y a effectivement ce qui s'est joué hier sur l'Europe, mais il y a aussi pas mal d'éléments autour du plan de relance, la séquence Choose France là aussi qui était au début de la semaine ou la semaine dernière, enfin bref. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Nicolas Duep est avec nous. Salut Nicolas, patron fondateur d'Alchimie. Parce que tu es coté en bourse, Nicolas Lavallo d'Alchimie, c'est... En ce moment, on n'est pas au top. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est vrai, c'est dur là en ce moment. En fait, j'ai eu à titre personnel un accident l'année dernière qui a été quand même sanctionné. Et en fait, le problème des micro-caps, c'est que les volumes d'échange sont assez limités. Et donc, il suffit que quelqu'un vende 40 ou 50 000 euros d'actions et il n'y a pas d'acheteur en face et puis on se fait écrouler. Et donc, en fait, vous générez un effet boule de neige qui a une notion de perte de confiance. Donc, au bout d'un moment, faut laisser aller et puis on va rebondir. Ouais, très juste. Donc, très la bourse, c'est vertueux quand ça monte, mais quand on fait la boule de neige, faut faire le dos rond. Surtout pour des sociétés, nous, on fait une 30aine de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est quand même une petite société. Et ça ne se suit pas au quotidien. C'est l'avantage du private equity de ne pas forcer à regarder la valorisation tous les jours. Plus, et alors ça ne nous rajeunit pas parce que je me souviens que c'était Alain Veil qui me parlait de ça au moment de la cotation de Next Radio TV, mais 2008, oui 2007-2008. Plus un sujet du côté des analystes, c'est-à-dire de moins en moins en fait d'analystes pour suivre les sociétés, les petites sociétés créer de l'intérêt en fait autour du titre, quelque chose que tu constates toi aussi. C'est ça, nous on a deux analystes, on a Gilbert Dupont et Porzampar qui nous suivent, donc qui publient à chaque fois qu'on fait des communications, mais derrière il faut générer de l'appétit, et puis en plus on a vécu cette dernière année énormément d'introductions en bourse, donc il y a eu énormément de petites sociétés qui sont introduites, et donc ça dilapide un tout petit peu l'attention des analystes, des investisseurs. Donc ceux qui sont... il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand on arrive à attraper l'intérêt, on monte et on génère une sorte de surprime d'intérêt, et donc le cours part très haut, c'est ce qui nous est arrivé jusqu'à mon accident. Et puis après, ça fonctionne aussi dans le sens inverse, on parle de ski en ce moment, donc là on prend plutôt la pente, et là c'est dur d'attirer l'intérêt, parce que celui qui est le nouvel investisseur se dit, il y a peut-être une bonne affaire, mais enfin s'il n'y a pas énormément de volume, je vais décrocher plus loin. Donc la bourse, c'est un peu à double tranchant, quoi. Léonidas Kalogiropoulos, salut Léonidas, vice-président de l'association patronale éthique et fondateur de Médiation et Arguments, et Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, chef économiste de BDO, dont j'ai appris d'ailleurs que c'était le premier cabinet de conseil à devenir entreprise à mission. Mais vraiment entreprise à mission, avec le comité de mission, etc. Exactement, et tout. Exactement. Très intéressant. On refera d'ailleurs une thématique là-dessus dans les semaines qui viennent. Donc, évidemment, je pensais à toi, Léonidas. Merci, Stéphane. C'est un combat personnel que tu mènes depuis des années. Tu es parfaitement constant là-dessus. Donc, on est alors très exactement 996 000 entreprises en 2021, plus 17,4 sur un an. Et quand même, tout de suite, il y a un chiffre qui est intéressant. 271 000 nouvelles sociétés. C'est-à-dire, ce n'est pas des micro-entreprises. 271 000 nouvelles sociétés. Dis-nous une fois encore pourquoi ce chiffre te semble à ce point important, Léonidas. C'est une révolution. C'est une véritable révolution. Il y a 20 ans, 270 000 vraies sociétés. C'est ce que l'on créait en France. C'était la totalité des nouvelles entreprises créées sur une année. Moi, on était à 240 000 en 2000. En 20 ans, ce chiffre a été multiplié par 5. Dans ce chiffre, il y a
des micro-sociétés, il y a des auto-entrepreneurs. 641 000. Il y a de vraies entreprises, j'allais dire structurées, comme les SARL. Et parmi l'ensemble de ces chiffres, ça a été multiplié par 5, on va me dire, il y en a qui tombent, elles ne durent pas, que sais-je, mais sur 1 million, sur plusieurs années, on a, si je récapitule, depuis 10 ans, créé 7 millions de nouvelles entreprises. C'est-à-dire c'est considérable. C'est un phénomène de société, ce n'est pas que un phénomène économique. C'est qu'à un moment donné, la liberté d'entreprendre est devenue une liberté citoyenne dont les Français se disent finalement, j'ai envie de faire ceci, cela, je cherche un poste, mais je peux le créer moi-même, je peux créer l'entreprise. L'entreprise cesse d'être le lieu dans lequel on va aller travailler. Tu sais que depuis, c'est une cause, tu le dis, effectivement, depuis 20 ans, j'ai accompagné, comme beaucoup d'autres, 5000 entrepreneurs dans les écoles. C'était fabuleux ça a été lancé, donc j'étais dans les premiers à aller dans les écoles. On nous recevait, on disait, voilà, vous avez un patron, c'est chez un patron que vous irez travailler. Donc on a invité, parce que mais pourquoi c'est chez un patron que vous allez travailler? Tous les élèves qui sont là sont des patrons potentiels. Et je me souviens des enseignants qui me regardaient médusés en disant, mais non, enfin, on produit des salariés pour les patrons. Je dis, mais pourquoi vous ne leur dites pas que créer une entreprise fait partie des libertés fondamentales que tout citoyen a en main et qu'il va pouvoir s'en emparer pour créer sa propre boîte. Donc ça fait partie de la raison pour laquelle on se rencontre. Eh bien, cette révolution-là, elle a été faite en 20 ans. Et, 1 million sur une population active de, Anne-Sophie, je parle sous ton contrôle, 28 millions de personnes à peu près. Ça commence à être significatif. Tous les ans. Bien sûr, tous les ans. Bien Ce sûr, n'est pas bien sûr, l'épaisseur tous les du trait. Et puis il y a quelque chose qui, je crois, est absolument fondamental. C'est que cette révolution entrepreneuriale, elle a totalement transformé la vision de l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, jadis, quand on n'était pas content de l'entreprise, on se disait il faut se battre contre le patron. Mais non, quand on n'est pas content de l'entreprise, on va créer sa boîte. C'est-à-dire que la lutte des classes a été transcendée par la création d'entreprises. Et puis, derrière chacun de ces entrepreneurs, il y a un projet, une problématique que l'on résout, des créations d'emplois partout, une dynamique. C'est-à-dire l'inverse de ce penchant français que nous avons également dans les chiffres de la part de l'État dans le PIB, qui est de se dire quand il y a un problème, je tourne vers l'État. Ce million d'entrepreneurs par an, quand il a un problème, il se dit je vais le faire. Je vais prendre en main. Pardon, juste pour boucler, je vais prendre en main, c'est la définition étymologique d'entreprendre. Ce magnifique mot français. Il y a un problème, je vais le prendre en main, je vais entreprendre. C'est l'idéal républicain que nous portons depuis la mère des batailles, qui était notre révolution. Notre révolution, on y a accolé le qualificatif marxiste de révolution bourgeoise, c'était d'abord et avant tout une révolution entrepreneuriale. Elle est totalement inscrite dans ce livre fondateur de la révolution qui était « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Et finalement, nous sommes peut-être en train d'arriver. Il faut qu'on échange. À la consécration d'un mouvement qui remonte très loin dans nos racines françaises. La prochaine fois, j'y ai pas pensé là, mais la prochaine fois, je dois ça d'ailleurs au prof d'éco Alexandre Delegue. En fait, l'ubérisation avait été théorisée et prophétisée par Marx. De manière assez claire. C'est assez troublant. Il a ressorti un certain nombre de phrases de Karl Marx qui appellent de ses voeux, en fait, à un moment, l'appropriation des outils de production. Il décrit aussi l'ubérisation. Nicolas, donc, tu fais partie de cette révolution entrepreneuriale et à plus d'un titre. Est-ce que, parce que franchement, et Anne-Sophie le dira à ma place, tu as quand même au cœur de cette révolution entrepreneuriale un certain nombre de statuts dont on peut penser que ce sont des statuts subis. Dans les 641 000 micro-entreprises, je ne sais pas, on ne peut pas savoir à ce stade combien voulaient vraiment être entrepreneurs et combien subissent ce statut parce qu'ils ne peuvent pas devenir salariés. Alors, moi, j'ai plutôt envie de répondre avec le verre à moitié plein. Parce que je pense qu'on est en train de changer quand même fondamentalement d'état d'esprit. Bon, il y a un peu plus de 20 ans, quand j'étais à l'école, il y avait la majorité des gens qui voulaient devenir fonctionnaires.
Et puis aujourd'hui, quand on va dans les écoles, enfin, j'ai la chance de faire quelques interventions dans les écoles, on rêve plus d'aller dans un cabinet de stratégie ou un cabinet d'audit, on veut créer sa boîte, on veut créer sa start-up. Donc c'est un changement d'état d'esprit, et puis c'est collectif, parce que quand ses potes veulent commencer à créer la boîte, et ben on y va, on s'y met tous, et donc il y a un mouvement collectif que je trouve hyper intéressant là. Et puis ensuite, je pense que ces dernières années, il a été amplifié par notamment ce qu'on a vécu avec la pandémie, la notion de sens. Parce qu'aller bosser pour bosser, on le voit bien, et on dit souvent aux jeunes, ils n'ont pas envie de bosser. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de bosser, ils ont envie d'avoir quelque chose qui a du sens. Et on parlait de société de conseil à impact, avoir de l'impact, mesurer précisément ce qu'on peut arriver à faire avec son entreprise, que ce soit pour aider des personnes âgées, que ce soit pour pouvoir faire progresser l'environnement, etc. C'est une action individuelle, mesurable, et en plus on peut en faire un business et on peut le faire avec des copains et on peut donner du sens. Et donc cette dynamique-là, moi je trouve que c'est une révolution qui est à la fois générationnelle, mais de façon générale dans le pays et extrêmement porteuse, extrêmement positive. Et moi c'est ça que j'ai envie de retenir au-delà des typologies de structures, parce que un pays d'initiative, un pays de créativité, c'est un pays qui a une vitalité et qui est capable de rebondir. Et ça donne sourire pour le futur. Anne-Sophie. Alors, c'est sûr que moi, j'aurais la vision plus économique, mais je rejoins tout à fait pour la question du sens. On le voit dans les enquêtes et on essaie aussi de le mesurer par rapport à la productivité, de regarder les secteurs, les domaines où justement, lorsqu'il y a du sens, eh bien, on a de très, très bons résultats. Et comme vous l'avez dit tout à fait, c'est vrai que notamment pour les nouvelles générations, surtout sur les très, très grandes entreprises, vous pouvez avoir un sentiment de c'est très grand, ce que je fais peut être noyé un peu dans la masse. Absolument. Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que ce sera agile? Est-ce que par rapport à mes idées et à tout ce que je peux avoir, est-ce qu'il va y avoir vraiment le fameux ruissellement dont on a souvent parlé, ou est-ce qu'en fait finalement je suis un numéro parmi tant d'autres, et puis on me fait aussi comprendre que je peux changer, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté, parce qu'on veut vraiment travailler, s'investir, mais voir le fruit, on va dire peut-être pas à moyen long terme, mais en tout cas concret, et voir justement que ça a un impact. Et ça, je vois en économie, par exemple, en travaillant sur modéliser le réchauffement climatique sur le PIB, etc. Moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent pour travailler là-dessus, qui travaillent le week-end et qui me disent je veux plus d'articles de recherche parce que je veux comprendre. Donc c'est pas une question de jeunes qui travaillent pas, etc. Ça c'est totalement faux. C'est vraiment le sens et qu'est-ce qu'on offre pour justement pouvoir se réaliser dans un contexte quand même de révolution. On a bien sûr l'écologie qui intéresse beaucoup les jeunes, mais on a aussi la démographie et le numérique. Et on voit que des fois les très grosses structures, sont moins allantes à pouvoir, comme on le sait quand on est plus gros, se transformer. Donc c'est vrai que les plus petites, en plus avec, on va dire, cette expérience aussi humaine qui est importante. C'est vrai qu'avec le télétravail, on l'a pas dit, mais beaucoup de jeunes dans des très grandes structures, c'est moins facile. On a moins de socialisation, on est plus isolé. Donc c'est vrai que là aussi, on avait un peu une valeur ajoutée d'être avec un groupe. Si l'entreprise ne donne pas ça aussi, c'est aussi moins attractif. Donc c'est vrai que toutes ces corrélations font que on a vraiment le sens qui arrive en premier. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant, et même en termes de gain de productivité, c'est vraiment le essentiel. sens et ces fameux cette histoire de code, d'employabilité, de soft skills, etc. Bref. Après, choc de génération, je pense que ça fait 2000 ans qu'il y a des chocs de génération. Voilà, c'est 2000 ans que les jeunes et les vieux ne parlent pas le même langage. Plus que ça. Je ne sais pas pourquoi je dis 2000 ans. Oui. C'est quoi? C'est 40 000 ans l'humanité? Oui, à peu près. Oui, voilà. Et c'est aussi une manière, finalement, de travailler comme on a envie de travailler. On n'a pas envie, effectivement, peut-être, d'appliquer les codes que les boomers veulent nous faire appliquer. Donc, on n'a plus envie de faire carrière. Il y a ça aussi. Mais en fait, on n'est plus dans une projection du temps, puisqu'il fallait passer par tel type de cabinet pour avoir tel type de job, pour pouvoir accéder au poste de directeur, etc. Enfin, nous, on a grandi avec ça, on a été éduqués à ça. Totalement. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais réaliser et qu'est-ce que je vais avoir impact impact maintenant. Ouais. Et puis, on verra demain. Ouais. L'instantanéité, les réseaux sociaux, etc. a réduit la fenêtre de temps et on a envie de l'optimiser maintenant. Et donc, je pense que la micro-entreprise, la petite start-up, le petit groupe donne cette agilité, que d'ailleurs les grands groupes cherchent à avoir au passage, mais qui donne une pleine satisfaction aux individus, à chacun, pour être dans cette petite fenêtre de temps. Il y a aussi la question justement de la longévité. On sait qu'on va travailler de plus en plus tard, de plus en plus vieux, et donc
donc de fait que vous allez avoir plusieurs métiers et plusieurs carrières. Et donc aussi dans la manière de se projeter, il y a moins l'idée de se dire on va rentrer aujourd'hui à un moment T, on va faire 10-20 ans. On est plutôt sur du 2-3 ans maximum. Donc ça change tout en fait dans la manière de se projeter et comme vous dites, pas forcément faire carrière, mais faire une carrière différente. Et donc, dans cette carrière, il y aura différentes phases qui peuvent ne rien avoir à voir les unes avec les autres. C'est très intéressant. Ça vient télescoper un certain nombre d'images caricaturales et assez fausses. Que la France serait un pays où on ne travaille pas. Non, c'est faux. Non, mais les statistiques, ça, c'est totalement faux. Oh non, Anne-Sophie, on ne va pas partir là-dessus, c'est vrai, arrête. Ah non, ne partons pas là-dessus. Alors, non, mais juste, je referme la parenthèse. C'est l'incarnation, ce sujet-là, des heures travaillées, rapportées à la population active, c'est l'incarnation de ce que... la statistique, là, il y en a des centaines de phrases, mais celle que je préfère, moi, c'est celle d'Alfred Sauvy. La statistique est un être fragile qui systématiquement donne raison à celui qui la torture. Voilà. Donc, refermons la parenthèse. Fermons la salle de torture, alors. Ce million, ces 300 millions de créateurs d'entreprises travaillent nuit et jour sur leurs projets. Alors, c'est une chose. Pas tous, moi par exemple, non. Bon, mais en tous les cas, à partir du moment où il y a du sens, il n'y a aucun problème à sa destinée. Et là, justement, on sait pourquoi on le fait. Et aussi sur la citoyenneté, parce qu'on dit les Français sont plus citoyens, ils ne vont pas voter. Mais entreprendre est une autre manière d'avoir un impact sur la société et probablement un impact plus visible, tangible et sérieux que d'aller mettre un bulletin dans une urne où au bout d'un moment on se dit mais pourquoi je vote pour la 30e fois de suite sans que j'en voie le résultat. Et donc c'est aussi, je crois, c'est un phénomène politique. Je pense qu'il faut absolument le regarder comme un phénomène politique plus que comme un phénomène économique. Et d'ailleurs, je suis stupéfait dans cette campagne qui démarre et dans laquelle on ne dit rien sur rien, que l'on n'ait pas pris la mesure de ce pays qui a changé, de notre pays qui a changé, qui était un pays où majoritairement on voulait devenir fonctionnaire et où désormais majoritairement on veut créer sa boîte. Anne-Sophie qui voulait ajouter un truc. Juste sur justement le fameux temps de travail, moi ce qui m'étonne toujours, c'est qu'en effet vous êtes entrepreneur dans l'innovation et qu'aujourd'hui le temps de travail, c'est pas du tout l'indicateur. Vous connaissez sûrement plus les États-Unis, l'Union anglo-saxon que moi. Regardez, c'est la valeur ajoutée créée par justement un temps limité. Donc, c'est pas parce que vous allez travailler en termes de temps 10 heures, 20 heures, ce qui compte, c'est ce que vous allez produire et la valeur ajoutée que ça va créer. Quand vous avez des grandes entreprises comme Google, voilà, si tu crées de la valeur ajoutée pendant plus de temps, tu crées quand même plus de richesse, Anne-Sophie. Non, mais ça dépend dans quel secteur, c'est ça que je veux dire. Donc il faut arrêter de généraliser. Ça dépend. Je suis désolée. Non, mais ne partons pas dans ce débat parce qu'on va pas en sortir. Et ça dépend. Regardez ce qui se passe en Allemagne. En tout cas, c'est les syndicats dans le domaine de l'ingénierie de l'automobile qui demandent de baisser le temps de travail à 32 heures. Je ne pense pas que ce soit pour être philanthropique ou que les Allemands soient feignants. On ne dit pas ça. Donc c'est juste une autre conception de concevoir le monde. Et donc on dit il y a un changement. Il faut aussi, je pense, changer par rapport à ça et changer par rapport à ces schèmes habituels de temps de travail feignantise. Je pense que vous n'épuisez pas le sujet avec ce slogan qui me semble être davantage. Non, mais je voulais pas qu'on parte parce que ce sujet, encore une fois, ce sujet, je vais employer, mais on a le droit maintenant puisque le président. Ce sujet est indémerdable. Voilà. Il y a toutes les statistiques dans tous les sens, tous les exemples dans tous les sens. Oui, Volkswagen est à 32 heures. Regarde en face les profits de Volkswagen. Enfin, voilà, on n'en sort pas, Anne-Sophie, de ce débat. Pardon, mais restons sur l'entrepreneuriat. Oui. Restons sur l'entrepreneuriat. Parce que sur l'entrepreneuriat... Attends, je veux qu'on avance un tout petit peu, parce qu'il y a le sujet licorne. Oui, justement, les licornes. La licorne... Le président, au début de son mandat, avait dit on va faire naître quelques licornes. On est un peu en avance sur le calendrier. Alors, on en a sorti 25. Non, mais alors, je vais modérer, justement, parce qu'on en a sorti 25. 4 depuis le début de l'année. Maintenant, juste avant de venir, je regardais un petit peu les capitalisations. Parce que, en fait, une licorne, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Oui, et puis sur les 10 premières années d'existence, parce que dans les 25, on nous met même Blablacar, c'est fini, quoi. Mais je regardais, en fait, dans le Nasdaq 100, pour rentrer au Nasdaq, la première capi, la plus petite, elle a 18 milliards de dollars. Et il y en a 50% qui est au-dessus de 80 ou 90 milliards de dollars.
Donc, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que là, on est quand même en train on va regarder le verre à moitié plein, parce qu'on est entrepreneur et qu'on est positif, donc la dynamique est bonne, on est en train de commencer à se structurer, on a un écosystème qui est en train de prendre en maturité, aussi bien au niveau du private equity qu'au niveau des entrepreneurs, au niveau des boîtes. Mais le chemin à faire pour pouvoir continuer à jouer la Champions League avec des sociétés américaines ou des sociétés chinoises, il est gigantesque. Et d'avoir des boîtes qui pèsent 100 milliards, il nous reste encore beaucoup de chemin. Et je ne parle pas des 2000 milliards d'Apple qui est sur une autre planète. Donc, surtout que c'est 3 maintenant. Maintenant, c'est 3 milliards, c'est ça. J'ai plus assez de bras. Et donc, on se retrouve quand même à avoir une feuille de route qui se déroule. La vraie question, c'est est-ce qu'on la déroule dans le vrai bon timing et avec les vrais bons moyens pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir combler l'écart. Puisque, comme tu le dis, pendant que nous, on passe 25 boîtes de quelques millions à 1 milliard, il y en a une autre qui est passée de 2000 à 3000 milliards, 1000 milliards de capitalisation. Enfin, on n'est pas exactement dans la même course, quoi. D'accord. Non, il y a là quelque chose qui est une source de satisfaction indéniable sur les licornes. Il va falloir que l'on commence à réfléchir, je pense, à cette problématique un peu différemment, parce que les GAFAM, c'est 5 boîtes, et nous, on en a une centaine à mettre en face, qui sont petites, lilliputiennes, qui ont des petites parts de la réponse. Et effectivement, c'est pas à l'échelle. Et à l'évidence, on a... Fleur Pellerin, il y a bientôt 10 ans, plaidait pour un Nasdaq européen, justement, pour monter à l'échelle. Oui. C'est sans doute une partie de la solution. Alors, c'est une partie de la solution, mais ensuite, on a un problème qui me gêne, idéologiquement presque. C'est que j'ai une passion que j'exprime régulièrement sur le capitalisme entrepreneurial que nous avons en France, mais j'en vois aussi les limites. C'est que lorsque l'on a 25 boîtes qui ont à leur tête 25 patrons et 25 égaux, c'est très difficile de les faire travailler ensemble. Alors que s'ils travaillaient ensemble, ils seraient probablement capables d'avoir une riposte à un Google, une riposte à un Facebook et une riposte musclée. Mais comme chacun a sa petite part de spécialité côte à côte, on n'arrive pas à avoir cette unité. Et comment est-ce que les États-Unis arrivent à l'avoir? C'est qu'ils mettent un chèque sur la table et ils font travailler les 25 ensemble. Et ça, c'est le capitalisme avec du capital. Et nous n'avons pas cette approche-là. Bien. Et je pense que là, on a une vraie faiblesse que je regarde un peu... avec un peu d'inquiétude. Avec d'inquiétude, absolument. Anne-Sophie? Alors, en effet, ça joue beaucoup. C'est vrai que si on pouvait modéliser le coût des égos, je suis sûr qu'économiquement, il y aurait un impact fort. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Et en faire de l'énergie. Et en faire, oh là là, là, on aurait résolu la transition écologique. Mais bon, c'est un autre sujet où il n'y a pas de littérature, donc on ne se prononce pas. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a vraiment le problème de financement et de la fameuse taille des fonds, justement, par rapport aux fonds américains et de ces fonds américains qui rachètent toutes ces licornes. On voit les 10 dernières années, on est vraiment sur des rachats à chaque fois par ces fonds américains. Et à mon sens, bien sûr que c'est au niveau français, donc je vais en effet sortir le totem européen, mais je pense qu'il est d'autant plus important dans cette campagne avec la présidence française, c'est que le problème que l'on a, alors vous parliez des égos des chaînes d'entreprise, mais on a la même chose au niveau des États membres. Et donc le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se structurer pour justement essayer d'avoir des fonds de taille qui soient comparables à ce que l'on a aux États-Unis pour pouvoir avoir ce fameux capital investissement et pouvoir les conserver, pas forcément en France, mais en Europe. Vous avez raison, et je pense que le principal reproche qu'on ait à faire, c'est à le faire aux acteurs privés. Exactement. Parce que depuis les décennies, on attend que les autorités publiques européennes fassent le job. Quand on a attendu 30 ans pour que l'État ou que les institutions européennes fassent quelque chose et qu'elles ne le font pas, c'est qu'à l'évidence, c'est pas sur elles qu'il faut compter. Et à mon sens, c'est ça, juste pour finir, c'est ça, je pense, la grande différence, parce que je pense qu'aux États-Unis, il y a aussi des problèmes d'ego qui peuvent exister, mais que vous avez justement ce poids de l'État, comme vous l'avez dit, qui arrive à dire attention, et surtout en disant voilà, ça c'est des secteurs stratégiques, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, on y va, et c'est ça qui est en premier. On n'a pas
au niveau européen, malheureusement, parce qu'on n'a pas une politique industrielle européenne réelle, eh bien, cette manière de pouvoir conduire ça. Et c'est ça, à mon sens, notre très grande faiblesse par rapport aux États-Unis. Moi, je voulais juste revenir sur cette notion de bourse, parce que c'est le Nasdaq, c'est quand même la clé, la pièce qui manque en Europe. Oui. Tant qu'il n'y a pas de bourse, on ne peut pas ramener des capitaux à la hauteur de ce qu'ont les Américains. Même au niveau européen, il y a du capital en Europe, mais sauf qu'à un moment donné, il faut bien le faire cristalliser à un moment donné. Et puis, une fois qu'il y a la bourse, on crée de la liquidité. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez dans ces licornes des salariés, bon, ils ont des actions, mais ils ne peuvent rien en faire. Tandis que quand c'est coté, d'un seul coup, on peut avoir des liquidités. Il y a des salariés qui s'enrichissent de cette manière-là, qui peuvent recréer des boîtes. Donc, ça dynamise violemment tout l'écosystème et ça fait progresser et ça va faire monter les marches. Et aujourd'hui, on n'a pas encore intégré cette partie bourse au niveau français, au niveau européen, peu importe, mais on n'a pas notre Nasdaq. Et donc, tant qu'on n'aura pas cette pièce-là, on ne peut pas aller faire la compète contre ces acteurs. C'est la pièce du puzzle qui manque pour aller plus loin. Alors, en miroir, donc les derniers chiffres que nous donne François Écal et le site FIPECO sur les effectifs de la fonction publique. Alors, je dois vous dire que j'ai été saisi. Alors, de 97 à 2020, les effectifs de la fonction publique d'État ont augmenté de 6%, ok. Ceux de la fonction territoriale de 44%, vous savez, c'est pas une surprise, on sait que c'est là que ça se passe. Ceux de la fonction publique hospitalière de 35%. Et alors, surtout, c'est sur les 3 premières années du quinquennat Macron. La hausse est donc au total de 137 000 nouveaux agents, dont 77 000 dans la fonction publique d'État, 30 000 dans les collectivités locales, 31 000 dans les hôpitaux. Oui, mais dans les fonctions administratives. Dans les fonctions administratives. Je voulais juste donner ce chiffre, à la limite, on le commente court, mais c'est ahurissant. Stéphane, si on avait plus d'efficacité, plus de bonheur, plus de citoyenneté, plus d'unité, enfin tout ça, on se dirait, bon, il y a un coup au bonheur commun. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le contraste entre... mais en plus, ça s'effondre, c'est ça. Mais tout s'effondre. Il y a 31 000... en plus, le système fonctionnaires supplémentaires dans les hôpitaux, et ça s'effondre. L'adhésion au collectif s'effondre, l'efficacité, la confiance, tout s'effondre, alors que de l'autre côté, l'appareil d'État ne cesse de grossir. Il faut, je pense, que nous fassions ce diagnostic, qui devrait être un diagnostic de ce moment particulier dans notre vie démocratique, c'est que l'État est devenu le principal problème de la nation française. Et ça, je pense que c'est véritablement la nécessité de poser la part de l'État et le dysfonctionnement de l'État qui nuit au reste de la société. Mais je sens qu'on va avoir un débat intéressant. Oui. Alors moi, je vais répondre avec des chiffres et des données. La crise du Covid, je pense que c'est le quoi qu'il en coûte qui a permis de conserver le tissu industriel français, des entreprises, d'éviter d'avoir des faillites en cascade et d'éviter d'avoir un taux de chômage qui était annoncé au début de la crise à plus de 15%. Aucune incompatibilité. Non, le sujet, c'est la hausse du nombre de fonctionnaires. Aucune incompatibilité entre ce que vous venez de dire. L'État était le problème. Oui, donc, le problème, les chocs, on aura de plus en plus, et c'est au niveau de l'État qu'on arrivera à les régler. Et là, on a vu que d'avoir un État fort et d'avoir ce fameux quoi qu'il en coûte, c'est vraiment les entreprises et les ménages qui en ont bénéficié en premier lieu. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation actuellement. Ok, ça, il faut maintenant, quand même allons le sur dire. les fonctionnaires. Non, mais ok, c'est toujours le truc. Léonidas, allons sur les fonctionnaires. Donc ça, il faut le reconnaître. Je ne pense pas que l'État soit toujours le problème. Et dans les prochaines crises, on sera aussi bien content de l'avoir parce qu'il y en aura de très nombreuses. Donc, une chose. Alors après, en effet, donc déjà pour la santé, il faut aussi le voir par rapport toujours au problème de démographie. Donc de toute façon, il y aura de plus en plus, si on veut accompagner le vieillissement, d'embauches. 30 000 sur 3 ans, ça dépasse le rythme démographique. Avec le Ségur, il y aura encore des embauches, parce qu'on a vu pendant la crise qu'il n'y avait pas assez. Donc ça, on continuera. Mais là, en effet, on n'est plus dans les domaines purement économiques. On est sur un débat de société de qu'est-ce qu'on veut. Alors vous avez parlé d'efficacité, mais il y a quand même eu de plus en plus l'idée de justement concentrer, d'avoir des grands centres hospitaliers pour essayer de faire de l'efficience. Mais c'est sûr qu'il y a encore sûrement beaucoup à faire là-dessus. Mais si après vous voulez vraiment régler le problème, de productivité, enfin que ces chiffres témoignent d'un effondrement de la productivité. Non, je dirais pas un effondrement. C'est quand même des termes qui sont assez extrêmes. D'accord. Il y a quand même, quand vous regardez ce qui s'est passé en Europe pour subir la crise Covid, je pense qu'on ne peut que justement dire que l'hôpital a quand même s'il y a eu des défaillances et que ça n'a pas été facile, que les gens étaient quand même solides et que les personnes étaient là au rendez-vous. Enfin, il faut quand même regarder ce qui s'est passé en Italie. Anne-Sophie, sort du Covid, c'est une économie de guerre. Non, c'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'était les chiffres que nous donne François, c'est avant le Covid. Tu as 30 000
personnes supplémentaires dans la fonction publique hospitalière. Et tu arrives effectivement, alors j'ai eu la chance de ne pas rentrer à l'hôpital, Nicolas en sort, j'ai eu la chance de ne pas rentrer à l'hôpital dans ces 2 dernières années, mais j'ai bien lu, entendu ce que disent les hospitaliers eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui parlent d'effondrement, malgré une hausse en disant qu'il n'y a pas assez de personnel, de moyens. Et pourtant, ça ne cesse d'augmenter, même de manière spectaculaire. Oui, mais peut-être pas assez par rapport à nos enjeux démographiques. C'est ça qu'il vraiment, parce que sur la question hospitalière, je suis désolé, mais à un moment donné, c'est la limite de la statistique. Lorsque vous embauchez du personnel administratif qui finit par étouffer tout le personnel hospitalier qui est au contact des malades, vous avez un mauvais investissement. Donc, c'est pas juste une question du nombre de créations d'emplois. Ensuite, vous avez une corrélation qu'il faudrait que l'on fasse entre notre sujet de tout à l'heure sur l'entreprise comme phénomène politique et le fait que l'on ne veuille pas, dans notre pays, s'appuyer sur des acteurs privés pour répondre à des problèmes d'intérêt général. Qu'est-ce qui empêche d'utiliser toutes ces boîtes qui développent des solutions de télémédecine pour répondre à la problématique des déserts médicaux? Qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs, vous dites qu'on a réussi à tenir dans le milieu hospitalier face à la crise, mais regardez la part de Doctolib à la réponse à la crise. Heureusement que Doctolib était là. Si Doctolib n'avait pas été là, c'eût été un collapse généralisé. Mais que ne fait-on pas? Il ne faut pas opposer. Mais pardonnez-moi, c'est pas qu'il s'agisse d'opposer, c'est que le dogme du problème d'intérêt général devrait avoir en face de lui de la fonction publique, de l'État et des fonctionnaires est un dogme qui doit être intégralement remis en cause. Donc je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que l'État a été là pour sauver une situation où on arrêtait l'économie et il a fallu injecter de l'argent dans la machine et il l'a fait. Mais ça n'enlève en rien le fait que ce modèle-là est un modèle qui étouffe les énergies, étouffe l'efficacité et il faut, lorsque l'on donne l'exemple des hôpitaux privés qui ont été exclus de la gestion de la crise pendant 1 an, mais c'est invraisemblable de ne pas penser la réponse à l'intérêt général en s'appuyant sur la nation et en voulant s'appuyer que sur l'État. Ça, c'est une révolution que nous devons faire et je pense qu'il faut la faire maintenant. Mais vous l'avez montré avec Doctolib, il n'y a pas la volonté de s'appuyer que sur l'État. Mais pas forcément. Vous voulez que je vous donne des exemples où les acteurs privés sont écartés parce qu'ils sont privés? Nicolas. Moi, j'ai une petite expérience sur cette dernière semaine de l'hôpital. C'est vrai que pour avoir côtoyé du personnel soignant, donc des infirmières, des médecins, tous admirables, les urgences, etc., vous témoignent assez rapidement, enfin d'ailleurs vous voyez qu'ils travaillent jour et nuit, donc, mais qui sont sous-staffés. Mais pourquoi ils sont sous-staffés? Parce que vous avez un exode majeur de tous ces gens vers les hôpitaux privés, puisqu'ils sont mieux rémunérés, avec des horaires plus souples. Il y en a une énorme partie qui sont en burn-out, donc en arrêt maladie, etc. Parce que c'est sûr que de donner son temps, donner son énergie pour soigner les gens jour et nuit, au bout d'un moment, on est épuisé. Donc vous avez ça. Et puis on a oublié quand même qu'on a exclu 10% du personnel des hôpitaux ces derniers temps. Donc ils n'avaient plus de personnel. Donc moi, je demande, quand on a 30 000 postes créés, ils ne sont pas dans l'hôpital. Donc, ils sont où? Donc, ils servent à quoi? Donc, ils ne sont pas en contact. Ils sont pas en contact. Et c'est la même chose à l'école. Et le Ségur a revalorisé nos infirmières de 200 balles par mois. Donc, on a besoin... Elles sont payées le double dans le privé. Donc, c'est là où ça ne marche pas. On parle... Plus que de nombre de fonctionnaires, il faudrait parler d'efficacité de la fonction publique. Et aujourd'hui, elle n'est absolument pas efficace pour la police, la justice, l'éducation et l'hôpital. Donc, en fait, toutes les fonctions régaliennes partent ensuite. 1 207 000 personnes, quand même, la fonction publique hospitalière. Ouais. 1 207 000 personnes. On marque une pause. Donc, on repart. Alors, on était sur effectivement l'onglet les effectifs de la fonction publique qui font partie des éléments de bilan qui commencent un petit peu à sortir. Ça rend les choses intéressantes. Et donc, là, ce que je lisais récemment, c'est que, voilà, Anne-Sophie, là, pour le coup, tu vas pouvoir... Macron cherche à valoriser l'effet du quoi qu'il en coûte et notamment les fameux 100 milliards d'euros du plan de relance. Et donc, depuis quelques semaines, la majorité cherche à montrer que les réformes lancées entre 2017 et 2020, aussi bien donc que les dépenses massives engagées depuis le début de la crise sanitaire, ont changé le profil économique du pays, au point que notre économie va sans doute sortir renforcée de cette crise, a dit le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Et on a eu la séquence Choose France, donc c'était en début de semaine.
Ça devient un marronnier, ça d'ailleurs. Hein. Enfin, je trouve que c'est un marronnier. D'ailleurs, on aurait dit choisir la France, ça aurait pu. Ouais, et puis bon, maintenant on nous met des investissements. Bon voilà, qui sont quand même assez limités, Non, c'est vrai, parce que spectaculaires. Toutes les PME du pays, les millions de PME qui entendent Choose France, je suis pas sûr que ça leur parle énormément. Voilà. Et puis le gars qui nous construit 2 usines de recyclage du plastique, enfin, je suis pas sûr que ce soit non plus ce qui va construire l'économie du 21e siècle. C'est dur, Oui, parce que si important. on n'avait rien, et on est parti quand même au niveau des investissements directs étrangers, on a quand même de très bons scores, donc on pourrait le saluer. Et fier de la performance française. J'aimais bien au début, mais là, cette espèce de récurrence annuelle, si tu veux, avec des investissements qui sont en plus de moins en moins spectaculaires. Oui, voilà, c'est la survente qui me gêne un peu. Mais Anne-Sophie, donc, en gros, cette idée, c'est que oui, ce qui se passe en ce moment est le résultat direct de la politique menée depuis 2017. Est-ce que tu participes à cet enthousiasme Alors, en effet, macroniste? il y a un vrai impact. Après, en effet, quand on met en place une politique économique, c'est plutôt sur 6-7 ans qu'on voit les effets. Donc, c'est vrai qu'on voit dans les échanges démocratiques, on l'a vu par exemple en Allemagne, c'est souvent en effet le mandat d'après qui peut profiter des réformes économiques. Bon, alors ça, c'est exemple Merkel-Schröder, enfin Schröder-Merkel. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce qui a aussi un débat sur le fameux quinquennat. C'est vrai qu'avant, on avait 7 ans. Et donc, ça permettait des fois aux locataires de l'Élysée, en tout cas, de présenter un bilan qui, là, pour le coup, était plus concret. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit que c'est notamment sur tout ce qui est industrialisation, compétitivité, où il y a énormément de choses, mais pas que sous Macron. On a eu sous Sarkozy, sous François Hollande, il y a eu des choses de rendre la France plus compétitive. Ce que tu nous dis, c'est que là, Macron, par exemple, profite du CICE, profite du ce qu'on avait appelé le Barnum El Khomri, de l'ensemble des réformes droit du travail, depuis plus de 10 ans, exactement, pour être plus attractif, plus compétitif. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le plan de relance. C'est vrai qu'économiquement, normalement, un plan de relance, c'est injecter des liquidités pour justement essayer d'avoir du rattrapage et pour ce qui a été détruit pendant la crise puisse être recréé pour revenir au niveau d'avant-crise. Donc c'était un peu tout ce qu'on avait dans la théorie keynésienne classique de la relance. Là, l'idée de la relance avec les transitions et les révolutions, c'est que cette relance doit modifier les structures économiques du pays. Donc c'est beaucoup plus intéressant et nouveau par rapport à ce qu'on attendait dans le plan de relance d'avant. Dans un domaine et dans un moment, on n'a jamais eu autant de liquidités. Qu'est-ce qu'on fait et comment on transforme? Alors, vous allez me dire, c'est encore trop tôt économiquement pour le quantifier, mais quand même, on voit des choses, notamment au niveau de... Voilà, je te dis rien du tout, moi je te pose la question. On le voit en tout cas, alors surtout avec les crédits d'impôt, parce que ça c'est vrai que c'est assez facile de voir quand les ménages utilisent ou pas. On voit que sur tout ce qui est écologiste, ça fonctionne, tout ce qui est rénovation, et ça ce sera vraiment... alors c'est vrai que c'est un peu un totem qu'on entend souvent, et on se dit, ah oui, bon alors on investit dans la rénovation des bâtiments, mais c'est colossal, notamment en termes de consommation d'électricité, d'énergie, notamment pour les ménages ayant les revenus les plus bas. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Donc là, on voit que toutes ces aides, même par exemple pour les véhicules électriques, ont quand même globalement bien fonctionné. Donc on voit que ces plans de relance qui modifient en fait les comportements de consommation des consommateurs fonctionnent. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et là, on peut dire en ça que ce plan de relance, au lieu de juste dire, bah voilà, on fait le quoi qu'il en coûte et puis on injecte, avec 3 plans, mais c'est le cas en France, mais également au niveau européen, le Green Deal qui est conservé, la numérisation, eh bien ça fonctionne. En tout cas, ça lance, on va dire, une stratégie. On en parlait tout à l'heure en disant, voilà, c'est ce que a les États-Unis. On essaie, avec cette relance, de le faire au niveau européen. Et on peut dire qu'il y a eu des effets. En effet, le président Macron a bénéficié de ce qui a été fait avant, mais il a continué sur cette voie et il a eu, à mon sens, une bonne utilisation des 100 milliards et du plan de relance. Bien. On est ravis. Moi, je souscris à cette vision optimiste. Non, mais je voudrais quand même que vous notiez que toute la révolution macronienne était la capacité à essayer de donner à l'initiative privée sa juste place dans l'intérêt général. Et c'est une voie de crête qui n'est pas facile à trouver. Moi, je trouve qu'elle n'est pas allée assez loin sur la capacité à donner aux acteurs privés la place qui devrait être la leur. Et j'en veux pour preuve cette heure et demie passée à expliquer comment on va dépenser 30 milliards pour dessiner la France de demain. Je ne suis pas certain que ce soit comme ça
Si, parce que justement, il y a un plan, il y a une vision. On en parlait tout à l'heure et vous disiez pourquoi aux États-Unis ils ont justement les Google, etc. Parce que justement, il y a une vision stratégique, ce qu'on n'a pas en Europe et en France. Donc là, quand il essaie de l'esquisser, d'avoir un plan, on ne peut pas dire je vois pas. Je ne suis pas là, nous différons, avec bienveillance et civilité. Et civilité, c'est que je ne suis pas totalement certain, avec toutes les qualités qui sont les siennes et les qualités de tous les fonctionnaires qui l'accompagnent. Et justement, il a donné, il a dit au secteur privé, il y avait le secteur privé, c'est à vous. Moi, je suis l'État, je ne pourrais pas tout financer. Je voudrais quand même vous dire que sur un sujet aussi stratégique que notre indépendance numérique, d'avoir suivi de très près, c'est un peu mon boulot, l'implication des acteurs privés autour de la notion de cloud souverain, de voir toutes les entreprises et tous les savoir-faire que nous avons en France et en Europe, et de voir sortir comme solution le cloud de confiance avec qui à sa tête Google, c'est pour moi la démonstration que ça ne va pas. Que ça ne va pas Alors, du tout. Tu me permets juste de rétablir un tout petit peu de faits, puisqu'il se trouve qu'on en a parlé avant-hier avec Guy Mamoumani, vice-président du groupe Open, etc. Alors, c'est Thales qui est à la tête, et c'est une licence Google. Il n'y a pas Google dans le système, ce que j'ai appris grâce à Guy. Tu comprends ? On a dit c'est une alliance Google-Thales. Je parle sous ton contrôle, Nicolas, si tu as regardé ça. Mais en fait, Thales opère avec des licences Google, mais il n'y a pas de contrôle direct de Google. Voilà un peu le sujet. Google acceptant ce partage des tâches, ce qui permet de sortir du Cloud Act, ce qui est la clé, évidemment, très très importante de l'ensemble de cette histoire. Avec cette solution qui a ses vertus, est-ce que tu imagines toutes les PME, toutes les startups, toutes les compétences, les savoir-faire français qui auraient pu construire une réponse alternative, ce qu'ils voient leur passer sous le nez, je sais bien, en termes de capacité à exister, à grandir, à bâtir une alternative et à bâtir une indépendance pour demain. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on reste en dépendance par rapport à un acteur américain et on ne donne pas sa chance à tout cet écosystème qui effectivement est souverain et qui pourrait demain dire on peut se passer de Google. Donc, le sujet, Léonidas, c'est un sujet... Alors, pardon de parler de ça, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant. C'est un très bon exemple. Mais ce qui se passe, c'est que c'est maintenant que ça se joue. Tu comprends ? Mais on a c'est pas dans... Non, tu les as pas aujourd'hui. Non, tu les as pas aujourd'hui. Simplement, et aujourd'hui, tu as des... On les a dans 6 Tu as de grandes entreprises qui ont des enjeux stratégiques et qui doivent trouver des solutions maintenant. Tout de suite. Voilà. Je suis conscient du problème et je suis conscient, effectivement, que là où Google a une solution clé en main, ou Amazon, ou Microsoft, nous, il faudrait que... Et donc s'appuyer sur Thales, c'est moins pire, on va dire ça comme ça. 7 entreprises françaises qui misent ensemble sont capables de faire la même chose. Donc c'est un peu plus compliqué, et je sais, ça nous ramène au sujet que l'on avait tout à l'heure, c'est qu'il y a 5 boîtes américaines qui dominent tous les sujets. Nous, en face des 5, on en a 100. C'est plus compliqué. On a essayé de faire bosser Orange, SFR, Atos, ensemble, etc. À chaque fois, on n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Ils se regardent en chien de faïence. Ils se piquent même tous les éléments concurrentiels qui peuvent se piquer. Donc voilà, à un moment, il faut faire contre... C'est aussi inefficace que dans la fonction publique. Mais la capacité des grandes entreprises à produire de la bureaucratie n'a rien à envier à la fonction publique. Vous voyez, il y a plein de sujets sur lesquels nous tombons d'accord. Moi, je voudrais juste revenir sur la notion de Macron en campagne, parce que j'aime bien le côté positif, j'aime bien le côté visionnaire, mais bon, quand on arrive à mettre 20 points de dette supplémentaires, qu'il s'agit de dépenser de l'argent, c'est pas l'exercice le plus compliqué, quoi, d'arriver à... Il n'y a pas qu'en France. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. Arroser le jardin, c'est pas compliqué. C'est même quand vous levez de l'argent, vous avez réussi à lever de l'argent, le dépenser, c'est pas le plus compliqué, c'est d'avoir des résultats et puis de pouvoir arriver à montrer comment vous allez être rentable ensuite. Donc moi, ce qui m'intéresserait, en revanche, c'est maintenant qu'on va dépenser, c'est super, on a dépensé, on a fait un plan quoi qu'il en coûte, ce qui a soutenu les ménages, ce qui a soutenu les entreprises. Le taux de chômage. Voilà. Maintenant, comment on va revenir dans une politique de gestion saine, parce qu'à un moment donné, on ne crée pas de la croissance avec de la dette, on crée la croissance avec de l'innovation, avec de la productivité, mais on n'a jamais créé de croissance avec de la dette. Et pour le moment, la démonstration, elle n'est pas faite. Et si elle reste dans cette situation-là, ça va nous revenir dans le nez
transformer assez violemment. On parle de souveraineté numérique, quand on n'aura même plus les souverainetés financières, on ne parlera plus de souveraineté tout court. Donc moi, je suis un tout petit peu dubitatif, parce que je trouve que l'exercice, il est à moitié fait. Anne-Sophie. Par rapport aux 20 points de PIB, donc, en effet, ce n'est pas qu'en France. Les autres pays aussi sont massivement endettés, même les États-Unis qui ont mais on n'avait pas le même point de départ. Plus important. Non, mais ça la dépend. jauge est remontée pour tout le monde. Quoi. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y a les débats actuellement, qui est une proposition de la Commission pour revoir le pacte de stabilité, pour repenser justement les critères de 100% d'endettement, 3% de déficit, pour justement parler de soutenabilité plus de dette, parce que c'est ça qui compte financièrement, que des niveaux, alors que vous avez des économies qui n'ont rien à voir. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus être sur la soutenabilité, est-ce que notre dette est soutenable, que sur les taux en fait, voilà, l'Italie a été très tout longtemps en excédent primaire, alors qu'ils ont une dette qui est bien plus importante que la nôtre. Donc c'est ça, à mon sens, le seul chiffre qu'il faudrait retenir, revoir. mais même pour toi, chef d'entreprise, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Sophie. En fait, le seul chiffre qu'il faudrait retenir, c'est ce que te coûte le service de la dette rapporté à tes rentrées fiscales. Point à la ligne. Comme toute dette, en fait. Ouais. Voilà, comme toute dette, combien ça te coûte chaque année au regard de tes revenus. Et puis juste par rapport aux 20 points de PIB, quand même... Et ça là, te coûte de moins en moins cher en ce moment. Vous avez fait le bilan, donc oui, toutes les entreprises n'ont pas fait faillite, on a gardé un taux de chômage, même on a eu plus de création d'emplois. Enfin, quand même, il faut se rappeler, au début de la crise, c'était ce que on parlait quasiment de la fin du monde. Moi, je me souviens, on faisait des papiers en économie en disant on va avoir 15% de récession, enfin, c'est vraiment la fin du monde. Là, tout de même, on peut voir, alors vous me dites en effet, on a fait les 20 points de PIB, mais il faut quand même regarder, les entreprises et les ménages ont bénéficié les premiers de ça. Et ça vous permet d'avoir une société, alors bien sûr, il y a toujours des inégalités, beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, vous avez eu des créations d'emplois, vous avez conservé le taux de chômage. On a vu l'expérience. Alors justement, c'est grâce à l'expérience de 2008, on n'a pas du tout fait pareil. On n'a pas fait les mêmes erreurs. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas eu les politiques monétaires coordonnées, et surtout après, une fois qu'on avait donné l'argent, on s'est dit attention, on va désendetter l'Allemagne, l'Italie en 2 ans. Donc du coup, on fait des politiques excessivement fortes, et donc on n'a plus du tout de croissance potentielle, et donc on continue l'effet boule de neige de la dette. Là, ce qu'on se dit, attention, on va avoir une trajectoire de désendettement. Ce qui compte, c'est la soutenabilité et les réformes qu'on va essayer de mener. Mais l'objectif, c'est pas de retrouver le niveau d'endettement en 3-4 ans. Et en plus, ça ne sert à rien, parce que comme vous l'avez dit, ça aura un impact sur la croissance. Sur les 20 dernières années, on n'a jamais donné aucun signe de désendettement, de gestion saine des... Ah non, mais sur les 20 Si, dernières avec années... Sarkozy, un petit moment. Quand tu regardes la courbe, Sarkozy arrive à la faire baisser. Les 10 dernières années, c'était depuis Sarkozy. Donc moi, je n'ai pas de notion droite-gauche ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il faut une gestion saine, et que aujourd'hui, on a dépensé. Il fallait le dépenser, c'est très bien. Non, mais je suis assez d'accord. Non, mais attends, Nicolas, la gestion saine, c'est pas... Alors là, mais la gestion saine... Je vais soutenir Anne-Sophie à fond. Ta gestion saine, c'est pas un niveau de dette, ça n'a aucun sens. Je suis pas d'accord avec ce point. C'est, encore une fois, c'est le service de la dette rapporté à tes recettes. Je suis pas d'accord avec ça. L'endettement, il n'est pas que pour pouvoir soutenir les entreprises, il est en même temps pour soutenir la pour payer la fonction publique, l'État, etc. À la fin, on est quand même tous les ans sur un déficit. C'est ça le problème. C'est que ce sujet soit soulevé par la France, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, parce que j'ai l'impression d'un ménage qui vient de toucher son... C'est pas un ménage. L'État n'est pas un ménage. Un ménage n'a pas Versailles ou la Tour Eiffel. Donc ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer un ménage par rapport à l'État. C'est vraiment... On a soudain cette manne qui est là. Non, pardonnez-moi, je voudrais juste... Cette manne ne me dérange pas. Mais là où je rejoins Nicolas, c'est que cette manne se rajoute à un déficit structurel que l'on avait sur le train de vie de l'État, sur effectivement payer la fonction publique, sur les réformes qui n'ont pas été accomplies. Du déficit public annuel, ça me va. Mais là, je veux bien. Mais pas de la dette, c'est du niveau de la dette. C'est les deux ajoutés. Et d'ailleurs, l'addition des deux. Et d'ailleurs, ce cher Bruno Le Maire, que dans la réforme du pacte de stabilité, j'ai bien entendu Bruno Le Maire qui dit il n'est pas question de toucher à la règle des 3% de déficit public. Celle-là, elle est importante. Il faut juste prendre acte que 100% de dette sur PIB, aujourd'hui, c'est tout à fait gérable, et que donc, il ne faut surtout pas, comme l'a très bien expliqué Anne-Sophie, essayer de la réduire maintenant pour revenir dans les clous. Ce serait une catastrophe économique, une erreur économique majeure. Voilà. Mais le déficit public, oui. Oui, le déficit public, mais bon, le fait est également que nous n'avons pas accompli les grandes réformes qui pourraient baisser le train de vie de l'État, et le télescopage, l'addition des deux, la masse de dette levée pour toutes ces politiques de relance additionnées au déficit structurel
je trouve que c'est effectivement un cocktail absolument explosif. Et je pense que nous serions infiniment plus crédibles pour soulever ce point sur la dette si nous avions démontré à nos partenaires européens que nous étions capables de maîtriser nos dépenses publiques, et nous ne le faisons pas. Ça, c'est vrai. Et ce mix-là, je pense qu'il fragilise énormément la confiance que l'on accorde à la France, et du coup, la question du taux d'intérêt qui est accordé globalement à la zone euro. C'est-à-dire que là où tu as raison, c'est que vu les taux d'intérêt, tout va bien, mais si cette confiance venait à se riper, là, à ce moment-là, les taux remonteraient, et là, nous serions vraiment extrêmement vulnérables. Ça fait 40 ans qu'ils baissent les taux. 40 Plus. ans. 40 ans, même plus. Oui, voilà. Donc, oui, Nicolas. Oui, non, mais je voulais revenir sur cette notion de manne. Et cette manne, elle devait, comme pour les travaux dans un immeuble, financer du structurel. Et du structurel pour pouvoir redevenir compétitif. Là, on continue à financer des charges. Et c'est le déficit public, il va continuer à être financé par la dette. Et ça, c'est pas entendable. Alors, moi, juste pour finir sur Mais je t'en prie, mais on est bien, c'est un débat intéressant. Les données, en tout cas, sont pas celles-ci. On en a parlé dans le plan de relance. Sur les 100 milliards, vous avez quand même, là, on a parlé des crédits, justement, d'essayer d'avoir de l'argent qui modifie le comportement des consommateurs. Donc là, c'est pas de la subvention ou de l'argent que vous donnez à quelqu'un, c'est essayer justement de changer. Vous avez eu des baisses, notamment sur les impôts de production. Donc vous avez quand même des choses qui sont faites pour justement qu'on soit plus compétitif. Vous avez parlé du CICE, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens. Alors peut-être pas assez de résultats, mais on ne peut pas dire qu'il y a absolument rien et que toute cette manne, c'est juste du don et puis c'est tout. Ça, et puis l'autre élément par rapport aux Allemands, parce qu'il y a toujours cette crédibilité, et là ça va être intéressant avec les élections, parce que ce couple franco-allemand peut proposer des choses. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? En Allemagne, justement, ils ont eu cette politique d'assainissement des finances publiques, et qu'est-ce que dit aujourd'hui le nouveau chancelier quand il voit l'état de l'investissement justement public en Allemagne, où vous n'avez pas accès au 5G, où vous avez raté la transition dans le secteur automobile au tout électrique, et quand même on parle des Allemands et de la voiture allemande. Donc là, aujourd'hui, c'est les Japonais et donc c'est Tesla. Vous voyez dans énormément de domaines les problèmes sur le marché du travail, parce qu'avec le vieillissement de la population, ça va être catastrophique pour eux. Donc ils vont devoir avoir accès à l'immigration, en effet, de travail pour pouvoir garder un certain niveau de gain de productivité. Et donc, qu'est-ce que dit le chancelier ? Il dit, attention, il va falloir dépenser, mais en effet, faire des investissements productifs pour être dans cette transition. Parce que ça sert à quoi d'avoir 20% de dette sur PIB si vous avez loupé la révolution numérique, démographique et verte ? Bah oui, vous avez 20% de dette sur PIB, mais ça sert à rien. Juste un mot, Anne-Sophie, quand même, ce qui nous permettra de rappeler cette petite histoire autour d'EDF. Donc là, on est en train de dépenser tranquillement plus de 20 milliards d'euros dans le sable pour lisser, pour limiter à 4%. Là, voilà. Donc ça donnerait 20 milliards d'euros. C'est de la démence. 20 milliards d'euros. Je ne vais pas refaire le sketch parce que je l'ai fait hier. Cette histoire me Aux États-Unis, on a eu la au plus monnaie haut point. hélicoptère avec le chèque Trump aussi, pendant la crise. Non, mais 20 milliards. 20 milliards. Non, Ça sert à rien. Non, mais tu disais, tu comprends, c'est de l'argent qu'on utilise. Et c'est vrai que moi, j'ai énormément d'exemples. Ils sont venus ici, on les a racontés sur Bismart, notamment de PMI, de petites et moyennes entreprises industrielles qui se sont modernisées avec des dons de 100 000, 200 000, 300 000 euros grâce au plan de relance. C'est extraordinaire, ça d'accord. Mais là, pas 20 milliards. Bon, voilà. Non, mais ça veut dire. Ça fait totalement écho à ce que l'on disait tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, si le spectacle que l'on donne, c'est il n'y a pas de limite. Exact. Ça, c'est véritablement totalement délétère par rapport à partenaires que nous avons au sein de l'Union européenne. Et je crois que ça fragilise à la fois la position de la France et l'ensemble européen. Quand vous dites qu'il n'y a pas de limite, aujourd'hui le gouvernement dit qu'il n'y a pas de limite, le déficit va courir, tout va courir. Il dit bien évidemment, enfin même le Haut Conseil des finances publiques a expliqué qu'il y aurait une trajectoire de désendettement. Donc il y a des limites. C'est pas on va continuer. Pardonnez-moi, mais les discours, je les entends et on a l'expérience des discours. Lorsque 20 milliards sont dépensés en quelques jours de cette manière-là, en pure perte, enfin en tous les cas c'est une gabegie. Lorsqu'on peut faire de la gabegie de 20 milliards, je pense que... On a perdu les repères. Oui. On a perdu les repères. Et puis les tu crois ordres pas de ça, grandeur. Anne-Sophie, c'est-à-dire, on est dans une telle... C'est Erwan Tison qui nous a dit ça cette semaine, j'ai trouvé ça brillant. C'est-à-dire qu'on est dans une telle démesure, oui, effectivement, qui était nécessaire,
que là, on a perdu les repères et on le voit dans la campagne présidentielle, en fait. Et si... Les chiffres n'ont plus de sens. Voilà. 30 milliards pour les 30 prochaines années. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose, il y a un sujet là-dessus? En 2030, 30 milliards dépensés en 1 heure et demie, et là, 20 milliards dépensés en 4 jours. Enfin, plus rien n'a de sens dans tout ça. Alors, il faut quand même le rappeler, donc en effet, sur l'efficacité, là, il y a un vrai sujet, et de toute façon, on ne pourra pas continuer à faire ça, parce qu'on aura ces problèmes d'énergie qui vont continuer avec la transition. Mais le problème, c'est qu'en effet, là, on touche un problème politique-social qui est comment les personnes s'approprient ces hausses qu'on va avoir sur l'énergie. En effet, pour le pouvoir politique, c'est pas du tout évident de traiter ça. Et le problème, c'est que c'est le début. Donc, si en effet, ils ne traitent pas le problème plus globalement, en effet, par l'emploi, etc., l'innovation, les salaires, comme vous l'avez dit, très justement, on ne pourra pas faire des chèques comme ça tous les mois pour combler les hausses des prix de l'énergie. Ça fait quelques mois quand même que le plan magique tourne. Ouais. Non, et je crois qu'on est tous perdus, y compris les candidats à la présidentielle, quoi. Ce qui peut-être fait, bon, là, on en a beaucoup parlé, vous avez vu le cercle des économistes là qui dit il n'y a pas assez d'économies dans la campagne, mais c'est vrai que c'est peut-être parce qu'on n'a plus de repères, quoi. Il y a un chiffre que j'ai entendu cette semaine là, le Ségur, c'est 8 milliards pour restructurer l'hôpital. Les tests du mois de décembre, c'est 1,5 milliard. Oui. En l'espace de 6 mois, on a cramé le Ségur. Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut pas les faire. C'est une situation qui est exceptionnelle. Là, sinon, les gens n'allaient pas se faire tester. Enfin, le problème, c'est que il ne faut pas se baser que sur le volume. Il y a quoi de l'autre côté? C'est ça qu'il faut regarder. C'est juste ces ordres de grandeur. Non, mais c'est des ordres de grandeur, Anne-Sophie, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, un mot, attends, parce que je voudrais... Vas-y, mais... À un moment donné, c'est pas une question, il ne s'agit pas de mettre en cause les uns aux autres. Je ne suis pas du tout certain que quiconque serait capable de faire mieux. Je pense qu'il y a quelque chose qui est nécessaire dans la relation entre l'État et la nation, qui quand même n'est rien d'autre que la représentation de la nation, c'est que cette responsabilité, cette maîtrise, elle soit partagée, que l'on ait effectivement des repères, que chacun les ait à l'esprit. Or, on a le sentiment, et surtout dans cette période de campagne, on dirait que... il faudrait qu'on montre tous les jours qu'on est capable de dépenser sans limite. Je pense que c'est effrayant et que ça dénature quelque chose dans la conscience des citoyens et de la démocratie dans son ensemble. Je crois que c'est très important qu'on se ressaisisse sur ce point. Bien. Même vis-à-vis de nos partenaires européens, surtout quand on assume la présidence de l'Europe. Non, c'est pas sans gravité. Non, c'est pas sans gravité, mais là, c'est la situation complexe de ce genre d'émission, c'est qu'il reste une petite minute et c'est difficile de redémarrer. On va pas redémarrer un sujet. C'est pas la gravité, et en effet, je pense qu'avec cette crise, tout à fait, on annonce des milliards tous les jours. Donc, même quand on a ces problématiques en tant qu'économiste sur la dette, c'est vrai qu'on est à de tels niveaux que c'est même plus. Mais le problème, à mon sens, c'est que le challenge et le défi de demain, alors bien sûr, il y a ces problèmes d'endettement, mais ça va être où vous investissez et dans quoi. Et en fait, c'est ça le vrai challenge. Et même l'Allemagne s'en rend compte. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est très important d'avoir des finances publiques soutenables pour les problèmes de financement sur les marchés. Bon, là, pour l'instant, tout le monde est surendetté de toute façon. Donc, je dirais que tout le monde se tient un petit peu. En effet, chaque État va devoir après se désendetter. Et là, on va regarder, les marchés vont être attentifs. Donc là, tout à fait. Mais vous voyez que ce qui compte, ça va être votre trajectoire et qu'est-ce que vous offrez comme scénario. C'est-à-dire, vous vous désendettez, vous gardez la croissance et vous investissez surtout dans quoi et où. Et ça, à mon sens, va vraiment prendre le pas sur juste, on a une bonne efficience des dépenses publiques, il faut faire de la dépense publique, mais il faut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit dans l'investissement. On va juste abonder dans votre démonstration en vous disant que si on alloue mal les capacités en faisant croître les effectifs d'administratifs dans la fonction publique. Je viens de dire qu'il faut bien les allouer, justement, dans l'investissement productif. Oui, mais bien les allouer. Et ma crainte, c'est que le discours puisse être magnifiquement enrobé, et je ne doute pas de la capacité de ceux qui l'enrobent à bien le faire. Je crains malheureusement que tout ce qu'il y a derrière nous rende très inquiets sur ce qu'il y a sous le capot. Qu'on fasse de la dette, mais que ce ne soit pas du productif, mais juste de l'alourdissement et de comme le disait Nicolas, nous avons quand même 40 ans de passifs qui montrent qu'on sait très très bien faire ça, de la mauvaise dette. Les amis, merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour de nouveaux débats et évidemment demain, Aurélie Planex.